Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15 heures locales du Caire, ce temps donc de notre journal télévisé que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui. Je suis Hanif Farag qui va vous donner tout de suite les principaux titres de ce journal. Des principaux mouvements au Soudan achèvent une réunion en Égypte sur une période de transition d'un peu plus de 3 ans. Les Égyptiens célèbrent le 3e jour de la fête de l'Adha dans les jardins et dans les parcs publics. Et enfin, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, exhorte au dialogue lors d'un entretien en Arabie Saoudite. L'information en détail, l'Égypte a affirmé son plein soutien au mouvement, plutôt au nouveau gouvernement soudanais qui œuvre à réaliser les aspirations du peuple soudanais frère. À la clôture de la réunion tenue en Égypte pendant ces 2 derniers jours avec une délégation de l'Alliance pour la liberté et le changement dans le front révolutionnaire, le ministère égyptien des Affaires étrangères a confirmé que l'Égypte poursuivrait ses contacts avec ses frères au Soudan, les pays voisins du Soudan et la région, afin d'instaurer la paix et la stabilité au Soudan. Le ministère des Affaires étrangères a clarifié que les participants à la réunion se sont mis d'accord à informer les dirigeants de l'Alliance pour la liberté et le changement à Khartoum des résolutions prises. Étant une cause principale, l'Égypte qui soutient le document constitutionnel prévu être signé le 17 août courant vise, par cet accueil de la réunion, à instaurer la paix au Soudan. Les pèlerins poursuivent le rituel de la lapidation de Satan à Mina au 2e jour de At-Tashriq. Les pèlerins devront donc lancer 3 jours sur chacune des 3 stèles représentant Satan. Après le rituel de la lapidation, les fidèles doivent se rendre à la Mecque pour un tour d'adieu de la Kaaba. D'autre part, les Égyptiens célèbrent pour le 3e jour consécutif la fête de l'Adha dans tout le gouvernorat et dans les jardins et dans les parcs publics. Les mesures de sécurité sont intensifiées sur toute autoroute et les axes et les places publiques pour faciliter la circulation des citoyens. De son côté, le ministère de la Santé a déployé quelques 2080 ou plutôt 2952 ambulances dans les lieux de rassemblement public, les jardins et les parcs. Le ministère de la Santé a également intensifié la présence des équipes médicales dans les hôpitaux. Le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, en visite en Arabie Saoudite, a estimé que le dialogue était le seul moyen de résoudre les différends au Yémen. Les détails dans ce commentaire. Le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, en visite en Arabie Saoudite, a affirmé que le dialogue était le seul moyen de résoudre les différends au Yémen. Lors d'une rencontre avec le roi Salman d'Arabie Saoudite et le prince héritier Mohammed bin Salman à Mina, le prince héritier Mohammed bin Zayed a souligné une inquiétude partagée concernant la stabilité du Yémen. Le prince Mohammed bin Zayed a soutenu un appel de Riyad à une réunion d'urgence entre les parties en conflit dans le sud. En juillet, les autorités émiraties avaient annoncé leur intention de réduire leurs troupes au Yémen tout en soulignant que les soldats émiratis ne quittaient pas le pays. L'ONU a fourni un bilan de 40 morts et de 260 blessés, dont de nombreux civils dans les combats d'Aden qui ont duré plusieurs jours. Pour sa part, le colonel saoudien Turki al-Malki, porte-parole de la coalition arabe, a annoncé que les victoires de l'armée nationale yéménite, soutenues par la force de la coalition, ont confondu les cadres Houthis, en soulignant que le progrès de la coalition a poussé les Houthis à poursuivre leur escalade militaire sur les diverses régions du gouvernorat de l'Hudaïda. Auparavant, les milices Houthis ont bombardé des positions de la coalition arabe à l'est de la ville Saleh au gouvernorat de Hudaïda. L'autorité iranienne déplore indiqué avoir été en contact avec son homologue britannique dans le cadre de ses efforts pour obtenir la libération d'un pétrolier iranien, le Grey Swan, a résonné au large de Gibraltar début juillet.
Le chef adjoint de l'autorité portuaire, Jalil Eslami, a affirmé que la Grande-Bretagne s'était montrée désireuse de résoudre le problème et que des documents avaient été échangés. Ces déclarations interviennent alors qu'un tribunal de Gibraltar, territoire britannique situé à l'extrême sud de l'Espagne, doit se prononcer jeudi sur une éventuelle prolongation de l'immobilisation de Grace One. Les relations entre Téhéran et Londres se sont tendues sur fond de saisie de pétroliers. En Italie, les chefs de groupes parlementaires réunis hier ne sont pas parvenus à s'entendre sur une date pour l'examen d'une motion de censure déposée par la Ligue pour faire tomber le gouvernement de Giuseppe Conte. Toute décision sur le sort du gouvernement italien a été repoussée aujourd'hui au Sénat, convoqué au grand complet avec d'un côté la Ligue de Matteo Salvini, de l'autre le mouvement 5 étoiles du Parti démocrate qui temporise. Donc plus de détails dans ce commentaire. Les chefs de groupes parlementaires réunis lundi ne sont pas parvenus à s'entendre sur une date pour l'examen d'une motion de censure déposée par la Ligue pour faire tomber le gouvernement de Giuseppe Conte. Le Sénat devra donc se réunir en session plénière mardi soir pour trancher entre la position de M. Matteo Salvini, qui veut voter la censure dès ce mercredi, et celle de son ex-allié du M5S, qui plaide pour une simple déclaration de Conte le 20 août au Sénat. Salvini a renoué pour l'occasion avec ses alliés de droite Forza Italia de Silvio Berlusconi et Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, tandis que le M5S a obtenu le soutien d'une aile du PR attachée à l'ancien chef du gouvernement Matteo Renzi, même si le patron du parti, Nicola Zingaretti, se dit prêt à des élections au plus vite. Le chef de file du M5S, Luigi Di Maio, a accusé son ex-partenaire de gouvernement d'avoir, en faisant éclater la coalition Ligue M5S le 8 août, donné un coup de poignard dans le dos au pays. L'ex-chef du gouvernement de centre-gauche en 2013-2014 a pour sa part estimé que la majorité absolue pour Salvini au Parlement serait un grand danger et pourrait entraîner l'Italie hors de l'Europe. L'ancien ministre de l'économie, Piercarlo Padoan, a averti qu'un gouvernement Salvini pourrait davantage faire déraper une économie déjà fragile avec une croissance quasi nulle prévue pour cette année et une énorme dette avec plus de 130% du PIB. Passons donc au Venezuela, où l'Assemblée constituante, proche du président socialiste Nicolás Maduro, a annoncé qu'elle envisageait de convoquer des élections législatives anticipées afin de renouveler le Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition. Les élections pour renouveler l'Assemblée nationale présidée par l'opposant Juan Guaidó sont initialement prévues pour 2020. L'opposition a remporté la majorité au Parlement en décembre 2015 pour une période de 5 ans, mais peu après son entrée en fonction, la Cour suprême de justice, TSG, une institution réputée proche du gouvernement de Nicolás Maduro, a frappé de nullité ses travaux. D'autre part, des centaines de militants pro-démocratie manifestaient de nouveau à l'aéroport international de Hong Kong au lendemain d'un rassemblement de milliers d'entre eux qui a provoqué l'annulation des vols au départ et à l'arrivée de cet important hub international. Les enregistrements des passagers ont recommencé depuis l'aube, tandis que plusieurs centaines de manifestants rejoignaient le terminal du 8e aéroport mondial pour une nouvelle mobilisation. Les militants ont afflué à l'aéroport quelques heures à peine après la chef de l'exécutif Ngo Kongé pro-Pékin, Carrie Lam, a mis en garde que leur manifestation poussait la vie sur un chemin sans retour. Le taux de radioactivité après l'explosion survenue jeudi sur une base d'essai du missile dans le Grand Nord a dépassé jusqu'à 16 fois le taux habituel. C'est ce qu'a annoncé l'agence russe de météorologie, sans pour autant que ce taux présente un danger pour la santé. 6 des 8 capteurs de Severodinsk ont enregistré des dépassements de la puissance de dose de radiation qui a alors été de 4 à 16 fois supérieure à celle habituelle. Un des capteurs a notamment relevé un taux de radioactivité de 1,78 microsieverts par heure. Les niveaux de la radioactivité ont rapidement baissé pour revenir à la normale dans l'après-midi.
Donc, à la une de notre rubrique et de l'économie, touchée de plein fouet par la guerre commerciale avec Washington, les exportateurs chinois sont contraints de se réinventer pour survivre plutôt, tandis que certains trichent avec l'origine de leurs produits. Depuis juin, quelques 250 milliards de dollars d'exportations chinoises annuelles à destination des États-Unis sont surtaxés à hauteur de 25%. Et la menace du président américain Donald Trump est d'appliquer de nouvelles surtaxes au 1er septembre pourrait encore compliquer la donne pour les exportateurs. Passons donc à la bourse de New York qui a terminé en nette baisse, fragilisée par les inquiétudes croissantes sur l'économie mondiale. Alors que la Chine fait désormais face à la guerre commerciale avec les États-Unis, à des tensions à Hong Kong. Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a perdu 1,49% à 25 896, plutôt 896,44 points. Le Nasdaq a reculé de 1,20% à 7 863,41 points. L'indice élargi S&P, Standard & Poor's 500 de 1,23% à 2 882,69 points. Après plusieurs séances chachutées la semaine dernière, ce nouveau plongeon est causé par un regain d'incertitude sur une situation en Chine qui doit maintenant mener deux combats de front, la guerre commerciale avec les États-Unis et les protestations à Hong Kong. Hong Kong est plongé depuis début juin dans sa plus grave crise politique depuis la rétrocession du territoire par Londres à la Chine en 1997.